Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes avec nous sur Média TV, bonjour. La hiérarchie régule en quelque sorte l'organisation de l'entreprise, manager, collaborateur, nous nous sommes tous faits à l'idée. Mais depuis peu, certains spécialistes remettent en question ce modèle. Alors, est-ce que nous assistons à la fin de la hiérarchie dans les structures professionnelles? Le terme collaborateur serait-il dépassé? En tout cas, telles seraient les grandes lignes du management 3.0. Je vous propose d'en savoir plus tout de suite. Management 3.0, décodage, on en parle avec deux spécialistes. Farid Yandouz, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes un expert en conduite du changement et en management 3.0. Et à vos côtés, Tijania Birouk, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante RH et management. Merci à tous les deux d'être là. Alors, nous allons voir justement avec vous ce qu'est le management 3.0 et son importance dans l'organisation, dans les entreprises, et puis son importance aussi par rapport à la conduite du changement. Pour commencer, on va essayer de faire un petit peu d'histoire de management, parce que pour arriver à un 3.0, c'est qu'il y a dû y avoir un 1.0 et un 2.0. Je me trompe, Tijania? Non, c'est tout à fait, ça. Tout à fait ça. Effectivement, le management 3.0, qu'on appelle aussi le management agile, fait suite à d'autres modèles de management. Alors le 1.0, franchement, il nous fait remonter à il y a très longtemps. Il est relatif aux pratiques même de la période taylorienne, on va dire, où le manager était tout. Le manager, les structures étaient pyramidales. Et les employés, enfin les salariés, ce n'étaient même pas des employés à ce moment-là, c'était des salariés, étaient de simples exécutants. La décision revenait au manager et les exécutants exécutaient un travail qui était pensé par d'autres. Exact. D'accord. Donc après, mais quand vous décrivez ça, vous dites ça nous ramène à très loin. C'est vrai. Mais est-ce que le modèle n'existe pas encore? Enfin, le modèle peut perdurer encore aujourd'hui en 2018. Hélas, oui. On le voit encore un peu. On peut le voir encore dans certaines organisations. Hein. C'est vrai que les organisations pyramidales avec une communication descendante et une conception en fait des salariés ou des employés comme de simples exécutants, malheureusement, peut encore perdurer. Mais dans l'ensemble et dans l'histoire, puisque là on est vraiment dans l'histoire des organisations, on peut dire que ça nous ramène à une période qui remonte peut-être à la fin du 19e siècle et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, quelque chose comme ça. Ensuite est arrivé le 2.0. Le 2.0 qui correspond à la génération aussi, à la génération X, puisque les autres, c'était vraiment c'était la génération d'avant, la génération X. Alors, le 2.0, on a commencé déjà à parler de collaborateurs. On a tenu compte de l'approche des relations humaines dont on ne parlait, on n'en parlait pas avant. On a tenu compte des facteurs psychologiques aussi, des travailleurs. Ce ne sont pas que des machines, hein. Donc on s'est éloigné de la conception mécaniste du travail et donc là la communication est devenue un peu plus transversale, donc les managers sont devenus quelque part de vrais managers dans le sens de la communication et la responsabilisation en fait relative des personnes. Ok, ça nous fait arriver au 3.0. Mais en même temps, avant de parler du 3.0, puisqu'on parle d'histoire des organisations, ça met du temps pour évoluer quand même, Farid Yandouz. Entre le 1.0, le 2.0 et là on arrive au 3.0 et il faut quand même un siècle quand même. En fait, à mon sens, le management 1.0, c'était, tel que tu l'as bien dit, une mise en place de hiérarchie au sein des organisations. Et dans ce cas particulier, le manager a eu cette posture de commande et de contrôle, il n'y a pas de mal en ça en particulier. Par contre, le hic, c'est que quand la situation devient plutôt compliquée ou complexe,
le management 1.0 devient un vrai frein au sein de l'organisation. Je m'explique. Quand vous avez des gens qui contrôlent ce que les autres font, et d'autres qui ne font qu'exécuter, ça peut être une source de productivité et d'efficacité. Si vous êtes dans un environnement très stable, si vous demandez aux gens de produire la même chose, de la même manière, avec une façon très prévisible, alors là, c'est parfait. Par contre, dans un contexte où les choses deviennent plus compliquées, c'est-à-dire on a une incertitude vis-à-vis du comment ou vis-à-vis du quoi. Du quoi, c'est-à-dire ce que nos clients demandent, et le comment on va l'exécuter ou comment on va le réaliser. Et là, le manager n'a plus ce monopole de la décision ni de l'action. Et c'est là que je rejoins Tijania quand elle a parlé d'agilité. C'est là où l'agilité devient une condition nécessaire. L'agilité, bien sûr, au niveau du management, mais aussi au niveau du collaborateur qui devient et devrait devenir agile, réactif, proactif pour pouvoir lui-même apporter de la valeur. Mais ça, c'est le 3.0. Alors là, c'est une progression. Alors, mais ce que je voulais dire par ma question, c'est qu'en un siècle, on est passé du 1.0 au 3.0 et le 3.0, nous sommes aux prémices du 3.0. Donc, les choses mettent beaucoup de temps à changer. Alors, je dirais c'est vraiment question de contexte et pas de temps. Parce que, tel que tu l'as très bien dit, même maintenant, on voit des pratiques 1.0 et on voit des pratiques 2.0 et on voit des tentatives de pratiques 3.0. Et donc, je ne crois pas que ça s'est arrêté, ça fait 200-300 ans, le 1.0, on le voit très bien. Et ça réussit dans des circonstances où il y a une prévisibilité énorme du contexte, de l'environnement et de l'écosystème, ce qui est vraiment très rare. Mais c'est pour ça qu'on a l'impression que ça existe toujours, mais ça existe quand l'environnement est très réglementé, quand la situation est très stable. C'est vraiment le bénéfice que de peu d'organisations et d'entreprises. Absolument. En fait, le passage au 2.0, c'était clairement reprendre la même hiérarchie organisationnelle et mettre dedans des pratiques de développement personnel, d'intelligence collective et d'incitation au travail collaboratif, sachant qu'on a gardé la même structure hiérarchique qui freine l'organisation, ce qui fait que le management 2.0 est a beaucoup de limites. Voilà. Voilà. Mais l'idée, en fait, n'est pas aujourd'hui de dire un type de management est plus mauvais qu'un autre, si j'ai bien compris. Absolument. Ça dépend du besoin de l'entreprise et de la structure, c'est ça. Maintenant, en même temps, le 2.0, on l'a, je pense, un petit peu dit, a des limites. C'est ça. C'est pour ça que le 3.0 arrive, Tijania ? C'est pour ça que le 3.0 arrive en adaptation aux mutations en fait, qui sont survenues dans le monde, dans l'entreprise et dans le monde tout court. Et aussi en adaptation à une certaine génération de collaborateurs. Ça va avec la génération Y, généralement, les jeunes, la génération Y, même Z, donc les milléniums, ça correspond à leurs besoins et à leur rapport à l'entreprise. Donc c'est vraiment les jeunes, les collaborateurs. Ça ne veut pas dire que les anciens ne travaillent pas encore dans l'entreprise, mais vraiment l'entreprise doit s'adapter à cette génération qui n'aime pas les contraintes, qui n'aime pas, qui va avoir de l'admiration plus pour la compétence que pour la hiérarchie. La hiérarchie n'a plus la même valeur pour eux et à la limite, ça les repousse quelque part. Ok, alors est-ce qu'on peut maintenant poser les grandes lignes de ce management 3.0 ? C'est quoi exactement ? D'abord, en termes d'appellation, de jargon. Avant, on parlait de salariés. Aujourd'hui, on parle de qui ? Qui fait partie de cette entreprise, Farid ? Alors, je crois que l'appellation de collaborateur existe dans les deux modèles, à savoir le modèle 2.0 ou 3.0. C'est vrai, le 1.0, on parlait de plus de salariés, mais là, on parle plus de collaborateurs, de partenaires.
Par rapport au rôle du collaborateur et par rapport au management 3.0, c'est que le concept, c'est vrai, en tant qu'appellation, est apparu, ça fait pratiquement 5 ans, mais la genèse des pratiques derrière, elle date d'il y a 30 ans avec un terme qui est celui de l'entreprise libérée, qui va dans le sens de l'élimination ou la réduction des liens hiérarchiques au sein de l'organisation. Alors l'entreprise libérée, ça revient aux bases de l'être humain, à savoir plus de liberté, on lui fait confiance et aussi on est transparent avec lui quand il s'agit de mesures de performance et aussi la façon avec laquelle il faut qu'ils atteignent des objectifs et comment on jugera sa réussite très rapidement dans le court terme sans pour autant aller vers les entretiens d'évaluation annuels ou trimestriels. Ça n'existe même pas dans toutes les entreprises que déjà on veut. Mais c'est ça, c'est que vous, en tant que spécialiste, vous dites il faut passer à l'étape d'après, mais il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont même pas encore instauré véritablement le palier que l'on doit aujourd'hui dépasser. Exact. Il y a quelque chose de très, très essentiel à comprendre quand il s'agit de management 3.0. C'est vraiment les limites du management 2.0. Et là, il faut comprendre que le management 2.0, il a créé une sorte de schizophrénie managériale. Exact. En quel sens? Dans le sens que vous avez des managers qui disent des choses et qui demandent à leurs collaborateurs de faire d'autres choses. Ou bien ils prennent leur temps pour réfléchir et ils demandent à leurs collaborateurs d'adhérer rapidement ou d'exécuter demain ou très vite. Les deadlines, c'était pour hier. Ou bien vous trouvez des managers qui sont dans l'effet d'annonce de vouloir plus d'innovation, de créativité, de réactivité. Où sont les moyens? Voilà, ils recrutent du sang neuf et quand ces gens intègrent l'organisation, ils se trouvent devant des personnes qui ont besoin de garder leur légitimité. Exactement. Et donc, ce sang neuf, ils restent dans le box et non dans du think outside the box. Voilà. Absolument. Et c'est ça la schizophrénie managériale. C'est ça la schizophrénie managériale. Mais est-ce que le 3.0 va pouvoir arriver avec des outils et dépasser la situation? Pourquoi, selon vous, Tijani Aberok, et là je m'adresse à la psychologue que vous êtes, c'est vrai qu'aujourd'hui vous êtes coach, consultant RH et management, mais vous êtes également psychologue. Et qu'est-ce qui fait que, on va dire, les individus qui font l'entreprise ont du mal à évoluer? Qu'est-ce qui fait que les têtes pensantes de l'entreprise de façon générale ont du mal à lâcher prise sur leur pouvoir? Vous l'avez dit, c'est une question de pouvoir. Et deux, c'est ce besoin de contrôle, en fait. Il y a un besoin de contrôle sur les éléments, sur l'entreprise, sur les résultats aussi, et sur les hommes, les femmes qui constituent les entreprises. C'est une zone de confort? C'est peut-être un besoin, simplement. C'est une zone de confort, probablement, mais c'est un besoin parce que, justement, le monde, la compétition est quand même très forte. Là, on parle de l'environnement, en fait, de l'entreprise. C'est quand même, le contexte est très compétitif. Et peut-être ces chefs d'entreprise, ces dirigeants... ont peur de perdre le contrôle. Ils ont aussi peut-être un peu de mal à faire confiance. Parce que dans le management 3.0, il y a beaucoup de confiance. Il faut faire confiance. On fait confiance aux équipes. Il faut leur donner la possibilité, en tout cas, de prendre des initiatives, de prendre des risques. Parce que c'est un mode de management qui favorise l'innovation, la créativité. Mais aujourd'hui, on sait que tous les managers veulent avoir des équipes qui innovent, veulent avoir des équipes dynamiques. Et on l'a dit, le 3.0, et on va développer dans un petit moment ce que c'est exactement, parce qu'on n'a pas encore expliqué vraiment le noyau de ce type de management, est venu à la rescousse du 2.0. C'est que le 2.0 n'a pas vraiment pu donner ses fruits, et Farid Diandouz parlait de schizophrénie managériale. C'est-à-dire, oui, ce 2.0 est arrivé avec un très beau discours, mais sur le terrain, la pratique est complètement différente. Alors, ce qui fait que... Pourquoi elle est différente? Parce que les humains derrière ont du mal à lâcher prise. C'est bien ça. Oui.
Mais justement, alors, est-ce que le 3.0 va pouvoir venir enlever cette schizophrénie? Vous pensez? Vous aviez vos assises de coaching dernièrement qui étaient axées sur tout à fait sur les organisations de demain et comment s'y adapter. Et oui, de toute façon, fatalement, je pense qu'il va falloir s'adapter à ce monde de demain qui est déjà aujourd'hui, avec l'avènement de toute. Parce qu'à côté des humains, il y aura beaucoup de digital, il y a beaucoup de la robotisation va être là. Et, donc le management va devoir aussi évoluer et le manager doit devoir évoluer en fonction de cette digitalisation de l'entreprise et de l'avènement bien sûr de l'intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire que le rôle du manager en fait va être encore plus complexe et peut-être la tendance schizophrénique va être encore plus forte parce que le manager, on ne va pas se passer du manager en fait, hein, parce que certains disent que grâce à l'intelligence artificielle on va se passer du manager. Non, parce que malgré tout, l'intelligence artificielle ne remplacera pas la vraie intelligence. Et le manager donc, devra vraiment s'adapter à ce monde de demain, le comprendre et maîtriser quelque part cette intelligence artificielle pour pouvoir encore travailler avec. Alors la question c'était est-ce que ça va résoudre le problème du 2.0 de la schizophrénie managériale? Si vous savez, est-ce que vous êtes convaincu de ce type de management? Moi, j'ai envie juste de dire quelque chose. Oui, et après, bien je sûr. laisse la parole à Farid. Je pense que là, on est en train de parler. Alors, on va mettre un peu des gens dans des box, dans des boîtes, et ce n'est pas vraiment ça non plus, parce que je pense que l'intelligence, c'est quand même de pratiquer un management situationnel. Il n'y a pas de bon ou mauvais management, de modèle de management. Il n'y a que de bons ou mauvais managers. Et le manager, il doit s'adapter à la situation. Mais il y a une évolution qui s'impose. C'est sûr, c'est vraiment mental, c'est vraiment un mindset. C'est ça. Aujourd'hui, justement, vous dites le manager doit lâcher prise, doit faire confiance à ses équipes, partager avec eux en toute transparence. Voilà, ce sont des choses qui ne se faisaient pas avant, mais des choses qui se font déjà. Maintenant, voilà, il faut aussi qu'ils s'adaptent. Il y a des moments où, des situations, il faut peut-être retourner au management 1.0. Quand l'urgence l'exige. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais, c'est la situation qui définit. C'est la situation, l'équipe et les Farid Diandouz, vous êtes convaincu par le 3.0 ? Je le suis. Pour revenir à la question du pouvoir organisationnel et aussi de la légitimité des managers, parce qu'il y a une grande question autour du fait est-ce que ce manager mérite son poste ou pas, et est-ce qu'il continue à le mériter pour pouvoir asseoir sa légitimité. Le dogme derrière le management classique, c'est que c'est l'organisation qui alloue les postes et les pouvoirs. Mais à vrai dire, la légitimité ne se dicte pas, elle se gagne. C'est vrai. Et avec du management 3.0, il faut comprendre le fait que chaque manager n'a qu'une valeur relative à la situation, à l'équipe et aux livrables auxquels il fait face. C'est des gestions de projet. C'est vraiment pas une question de valeur absolue qui est quantifié par un nombre d'années d'expérience ou par rapport à un parcours. C'est la capacité de ce manager à avoir la bonne posture pour valoriser son expérience et apporter une valeur ajoutée à ses collaborateurs, à ses collègues et leur faire sentir qu'il est là pour eux et pas pour lui-même. Alors ça, c'est un changement de mentalité qui doit accompagner cette révolution managériale. Alors là, c'est vrai qu'on reste dans du mindset jusqu'à maintenant. On va passer à plus de concret tout à l'heure, mais je souhaitais le dire parce que c'est vraiment essentiel. C'est un changement de paradigme clair qu'il s'effectue progressivement. Et quand il se fait, déjà, on a plus d'engagement. Parce qu'en fin de compte, le vrai problème dans les organisations, c'est le désengagement. Les statistiques mondiales de cabinets de renommée, ils avancent des chiffres d'environ 70% de désengagement. On est devant des chiffres qui frôlent les 80% d'échecs, des transformations et des projets, ce qui est énorme. Exactement. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, quand vous voyez ces indicateurs, vous commencez à vous poser les questions et vous commencez à penser à des modèles qui sont plus proches de ce que nous sommes, à savoir les humains. La confiance, parce que si vous prenez les anciens modèles de collaboration au sens tribu,
Ben, la tribu, c'est la confiance qui règne. On a quelqu'un qui ne va pas dormir le soir, qui va garder l'œil pour surveiller la tribu et on lui fait confiance. C'est pour ça qu'on est une tribu et c'est pour ça qu'on coexiste, c'est pour ça qu'on vit, parce qu'il est là, on lui fait confiance qu'il ne va pas dans une tribu quand même. Qui va pas dormir et qui restera là pour pouvoir assurer notre sécurité. Donc il y a le leader aussi dans le 3.0. Tout à fait, il y a le leader. Il y a une recréation du sens du leadership parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de littérature et aussi de pratiques et d'analyses autour des leaders. Mais en tout cas, ce que le management 3.0 apporte, c'est vraiment un leader-manager, un manager-leader, peu importe, mais en tout cas pas de séparation entre les deux. On a besoin de gens qui ont ces capacités d'inspirer, de mobiliser, de motiver, qui sont les caractéristiques du leader. Comme on a besoin de gens qui sont là, avec des boîtes à outils, capables de convaincre avec du concret, avec des process et de la discipline, avec des quick wins, avec des choses qui vont impacter les gens dans leur vie quotidienne. Donc voilà, donc management 3.0, c'est les deux. Mais pour que ce management 3.0 réussisse, vous le dites, c'est les deux, c'est et les équipes et les managers. Très bien, nous ne sommes pas non plus ici pour faire le procès aux managers, au contraire. C'est vrai que le manager et le management doivent évoluer, s'adapter à son temps, mais il faut aussi que les équipes puissent être réactives et que les formations suivent aussi chez les équipes, chez les jeunes, parce qu'on parle de nouvelle génération, des besoins de cette nouvelle génération. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, les formations actuelles de ces jeunes les préparent à être autonomes en matière d'action une fois au sein de l'entreprise? En tant qu'experte en RH, Tijani Biruk, vous en pensez quoi? Est-ce que alors, vous parlez des formations initiales? Initiales, absolument. À la sortie, par exemple, des écoles, à la sortie des entreprises, cette nouvelle génération, est-ce qu'elle a une forme de dynamisme en elle qui devrait accompagner ce 3.0, ce manager 3.0? Imaginons dans un monde idéal que nous avons un manager qui a toutes ces compétences-là. En face de lui, est-ce qu'il va pouvoir trouver des jeunes avec cet état d'esprit-là? Franchement, tout dépend de la formation que ces jeunes ont eue. Avant d'intégrer le monde professionnel. Je pense qu'aujourd'hui, toutes ces notions de management, ces nouveaux modèles de management sont intégrés dans le cursus de formation, on va dire dans les écoles de commerce, de management. Maintenant, ces jeunes sortent avec de la théorie. Oui, c'est ça, exact. Voilà, ils vont, j'espère au moins qu'ils auront intégré ça sur un plan théorique. Maintenant, sur le terrain, il va falloir vraiment les accompagner et continuer à les former. Et c'est vraiment sur le terrain et sur mais je vais vous poser quand même une question formés, oui. qui pourrait peut-être vous sembler un peu extrême. Est-ce que ce n'est pas non plus le rôle, on va dire, de toutes les institutions, que ce soit l'éducation, mais aussi les parents, parce que c'est une structuration de l'individu. Ce n'est pas un formatage, c'est en fait structurer des individus qui vont avoir confiance en eux, parce qu'il faut de la confiance en soi pour innover, pour prendre les choses en main, pour pouvoir essayer de se démarquer. Voilà. Est-ce que ce n'est pas le rôle de tous et pas uniquement, et sortir finalement de cette histoire formation, entreprise, manager? C'est comme si le monde professionnel devait être séparé du monde de la vie personnelle, alors que l'individu n'est qu'une seule et unique personne. Vous avez raison. Vous avez raison que le point de départ... On rajoute ce principe dans le... Oui, que le point de départ, c'est la famille, c'est l'éducation, mais tout petit. Parce que pour que ces jeunes soient créatifs, qu'ils soient innovateurs, qu'ils aient confiance en eux, il faut que cette confiance se construise dès leur plus jeune âge. Tout à fait. Vraiment, il faut vraiment et donc cette génération aussi, nouvelle génération de parents, doivent être conscients qu'ils doivent vraiment aider leurs enfants à construire leur estime de soi, à construire leur image de soi et leur confiance en eux. Mais aussi pour comprendre un peu les limites un peu de ce management 3.0. Vous en pensez quoi? Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Dans un sens que cet individu qu'on intègre dans les organisations, il vient d'une famille, plutôt d'une culture pays. Et là, par rapport au management 3.0, il y a un certain nombre d'hypothèses qui vont avec la réussite du modèle, à savoir la confiance, à savoir aussi la transparence et la capacité d'auto-organisation de ces personnes et de ces équipes.
Certaines hypothèses sont liées et pourraient être liées à des éléments culturels. Et leur faisabilité dépend effectivement de ces éléments culturels. Par contre, il y a un chevauchement en effet, de responsabilité entre la culture pays, certainement, mais aussi entre les cultures des organisations, parce qu'on peut aussi former, informer et adapter les personnes par rapport aux prérequis organisationnels. Parce que quand même, ils passent plus que 30% de leur temps et de leur vie au sein de ces organisations. Et c'est là, je dirais, la responsabilité de ces organisations pour bâtir des systèmes culturels internes qui reflètent ce que ces modèles souhaitent avoir ou ce qu'ils prônent pour sortir de ce qu'on a dit tout à l'heure, de ce double langage qui crée, en fin de compte, du désengagement, mais aussi de la frustration. Eh bien, on va marquer une courte pause et on revient pour la deuxième partie de cette discussion. À tout de suite sur Médiane TV. Retour sur le plateau d'Onzito pour continuer cette discussion sur le management 3.0. On en parle cette fois-ci à travers un modèle, parce qu'il faut justement donner aux téléspectateurs les grandes lignes de ce type de management, mais aussi donner en fait le mode de fonctionnement. On revient sur l'importance de ce management agile, donc c'est les deux appellations. Au cours de vos dernières assises de coaching, c'était la thématique. Donc j'imagine qu'il y a une prise de conscience importante de la part des professionnels, c'est bien ça, Tijania? En tout cas, c'est ce que nous avons cherché à faire. Mais on va dire que vous êtes déjà une population sensibilisée. Sensibilisée, absolument avertie. Et l'idée, c'était vraiment de préparer la communauté des coachs, mais aussi des formateurs, des consultants avec nous, de les préparer à s'adapter en fait à ces nouveaux modèles de management. Et donc en fait, quand vous dites les préparer, c'est pour intégrer ce type de formation dans la carte des formations qu'ils proposent? C'est ça, l'intégrer dans l'offre? Les intégrer déjà juste dans leur réflexion et dans leur réflexion sur leurs propres pratiques. Et se dire qu'aujourd'hui, peut-être que les pratiques devraient être revisitées pour s'adapter à ces nouveaux modèles et à ces organisations de demain. Parce que les organisations de demain, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont caractérisées par encore plus le poids d'innovation, de l'intelligence artificielle et de robotisation et de digitalisation. Et voilà, donc en même temps, ça sera aussi la disparition peut-être de certains métiers totalement et l'émergence d'autres métiers. Et donc, c'est vraiment, aujourd'hui, c'était juste, lors de ces assises, c'était de susciter en fait la réflexion, juste se remettre en question, réfléchir et se préparer et se projeter, parce qu'on a voulu les placer sous le signe de la projection de l'avenir. Alors, réfléchir et se projeter, mais en même temps, des process existent et un modèle de ce management agile existe. Tout à fait. Il y a des modèles qui essaient un peu de créer des repères par rapport aux pratiques management 3.0. Donc, il y a parmi ces modèles, il y a quand même une communauté qui est en train de se créer et qui essaye d'instaurer des choses qui ont réussi. Alors, juste pour comprendre un peu un de ces modèles, qui est relatif aux méthodologies Scrum, il s'agit en quelque sorte d'arrêter de penser cycle lent de planification, à vrai dire, de conception, de planification, d'exécution, de contrôle et de livraison sur des périodes assez conséquentes, mais d'aller vers des segments de temps qui sont plus réduits. Et ces segments s'appellent en général des sprints qui ne dépassent pas 4 semaines. Et c'est là on oblige l'équipe de livrer du concret, ça s'appelle des incréments. Et ce concret, il doit être validé et éventuellement payé. Donc c'est des petits projets à chaque fois? Voilà. Et pourquoi des petits projets? Ça a le sens plus de sprint. Ça met pas uniquement la pression, mais aussi l'énergie de l'équipe dans l'exécution et la réalisation d'un incrément qui va apporter de la valeur à l'organisation ou à un client. Et en même temps, ça permet à l'équipe pendant cette période de s'adapter, de se créer les responsabilités
elle-même et de réaliser quelque chose, et puis d'avoir du concret rapidement, et puis par la suite passer un autre incrément et faire évoluer l'édifice qui serait livré au client final, qui peut changer d'avis par rapport à cet édifice, mais en tout cas l'incrément il est validé, ça crée de la valeur, ça crée de la validation immédiate au bout d'un cycle d'un sprint, et puis par la suite, ça crée aussi l'engouement qu'on a réalisé quelque chose, que c'est validé, et passons à autre chose. Et puis, ce n'est pas uniquement une histoire de sprint, c'est aussi une question d'un certain nombre de responsabilités au sein de cette équipe. On définit ce qu'on appelle un Scrum Master, qui a pas la responsabilité d'un chef, mais plus d'un animateur de l'équipe. Et puis, on a une autre responsabilité d'un Product Owner qui a la fonction plutôt d'écouter le client et de savoir reprioriser les user stories, c'est-à-dire les prérequis du client vis-à-vis de l'équipe. Et à l'équipe la liberté de créer, de s'organiser, mais l'essentiel, c'est de livrer au bout d'un sprint qui est d'une semaine à 4 semaines. Voilà, c'est un exemple, juste pour vulgariser en quelque sorte des process. Mais si j'ai bien compris, les équipes se forment et se déforment en fonction des projets. En fonction des sprints et en fonction de ce que le client voudra faire. Donc effectivement, ça crée un état d'esprit de transversalité, de polyvalence. Donc on n'a pas une fonction égale à une spécialité, mais plus égale à une contribution dans un incrément et dans un livrable. Ok, mais est-ce que c'est en adéquation avec les besoins de l'individu? Je m'explique. Est-ce que ça ne va pas trop vite? Est-ce qu'il n'y a pas trop de changements? Est-ce que, peut-être je vais vous sembler vieux jeu dans mes questions ou dans ma vision de l'entreprise, c'est vrai que le dynamisme est important, c'est vrai qu'il ne faut pas que, surtout ces jeunes d'aujourd'hui, s'ennuient dans leur poste, c'est vrai qu'il y a tout ça. Mais en même temps, est-ce que l'être humain n'a pas aussi besoin d'un minimum de stabilité? Alors écoutez, ça dépend vraiment du contexte. Dans un contexte tout à fait simple, prévisible, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas besoin de ce type de système. Quand vous avez un système, ou plutôt un contexte complexe dans le sens qu'il y a une incertitude vis-à-vis de ce que le client veut, et donc on ne peut raisonner que sur du très court terme. On ne peut que faire confiance à la capacité de l'individu à contribuer parce qu'il croit dans le sens de quelque chose, et pas vraiment en lui donnant une tâche, il la livre, il part. Non, c'est question de contexte qui fait que l'individu souhaite adhérer à cette démarche ou pas. Donc, si vous le mettez dans un contexte simple ou juste compliqué et non complexe, et vous lui donnez ce type de pratique, c'est vrai que c'est inadapté. Mais si vous êtes dans l'incertitude, il va sentir la valeur de ces process ou de ces postures qu'on lui demande d'avoir. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que, juste pour compléter effectivement la réponse de Farid, ça correspond aussi en fait aux besoins de cette génération, de cette nouvelle génération de collaborateurs, parce que les jeunes, donc je reviens encore à mes générations, Y ou Z, ils sont dans l'immédiateté. Et donc, ces visions à court terme, à très court terme, et devoir délivrer à court terme. Alors, bien sûr, l'individu devrait se retrouver en tout cas là-dedans parce qu'il bénéficie de confiance, on lui permet de prendre des initiatives, on lui donne droit à l'erreur parce qu'il peut prendre des risques aussi. Et quand il y a des risques, on lui donne aussi le droit à l'erreur. Donc je pense qu'il peut se retrouver là-dedans parce qu'il est valorisé, il a une valeur à ajouter qu'il va apporter. Et en même temps, c'est vrai que ça correspond à cette génération, je veux dire, qui ont besoin aussi d'abord de fun. Ils ont besoin d'être impliqués dans quelque chose qui les intéresse, qui les passionne. Mais on ne peut pas oublier les seniors non plus. Bien sûr, bien sûr, les seniors aussi sont là. C'est vrai que je dis c'est un modèle qui correspondrait peut-être davantage à ces. C'est vrai, mais parce que dans l'entreprise, eh bien, vous avez un mix de générations quand même. La diversité est très importante dans les entreprises et donc c'est vrai que les seniors, peut-être que ça leur demanderait peut-être un peu plus d'efforts pour s'adapter à ce fonctionnement. Pour amener justement tout le monde à adhérer, à changer de positionnement, qu'est-ce qu'il faut, des formations? À vrai dire, on parle
depuis tout à l'heure de la nécessité de changer le management, mais il y a aussi une nécessité de manager le changement. On a une responsabilité en tant que, d'un point de vue gouvernance, d'accompagner ces personnes, que ce soit les juniors, les seniors ou autres, ou les nouvelles recrues, pour intégrer des volontés pareilles. Je dis volonté parce que ça demande quand même un sponsoring intensif de la part des décideurs au sein de chaque organisation, et ça demande quand même un accompagnement. Il faut comprendre les attitudes actuelles, il faut savoir ce que les gens perderaient s'ils adhèrent à ce genre de nouvelles pratiques qu'on leur propose. Ils perdraient quoi, justement? La réaction normale au changement, c'est clairement la zone de confort, et c'est le fait qu'on a l'habitude de faire les choses d'une certaine manière. C'est vrai qu'on peut s'habituer à faire les choses, mais on peut s'habituer à faire les mêmes problèmes, ou plutôt les mêmes erreurs. Et donc, il faut avoir cette capacité de sortir de l'inertie et de savoir qu'on peut-être qu'on est efficace, mais peut-être on est efficace en essayant de résoudre les mauvais problèmes. Et donc, résoudre les bons problèmes, c'est revoir la bonne posture de ces personnes, les convaincre peut-être qu'ils sont très efficaces, mais efficaces peut-être là où il ne faut pas, et d'aller vers là où il faut, à savoir l'agilité, et comprendre que, par exemple, que 50% des produits que ces personnes vont consommer dans 10 ans, ils n'existent pas. Et donc, clairement, 50% de leurs compétences qu'ils ont actuellement, ils ne vont plus les utiliser. Et donc, l'idée, c'est en fin de compte... Pas en radio et télé, j'espère. Voilà. Il y a quand même des messages Bien sûr. Au-delà de l'urgence. Au-delà de l'urgence. Parce que là, on est en train, en quelque sorte, de défendre l'argument d'urgence de changer. Mais à vrai dire, il y a aussi l'argument il faut essayer de toucher la corde sensible par rapport à ces personnes. Il faut vulgariser ces pratiques avec du jeu, avec un bon argument et de la bonne communication, pas de la communication uniforme, mais plutôt faire une ingénierie de la communication qui défend les bons arguments par rapport aux bonnes cibles. Une bonne ingénierie du changement, de la conduite du changement. Tout à fait. Alors, dernière question, en une minute, est-ce qu'on va continuer à voir les organigrammes ou pas? Est-ce que dans ce nouveau concept, est-ce qu'on va encore avoir des choses bien détaillées, bien établies, chacun son poste, chacun sa... Et la guerre des cases, des hiérarchies. Théoriquement, des organigrammes, pardon. Théoriquement, ces organisations-là et ces modèles-là effacent les lignes hiérarchiques. Justement, ça sera plutôt des organisations complètement horizontales. Donc, on va vers ça. Je crois qu'on est en train de voir des organisations hybrides où il y a coexistence des modèles qui dépendent des organisations certainement, mais aussi on est en train de voir que ces modèles agiles, ces modèles Management 3.0 sont en train de prouver qu'il y a du résultat et du livrable. Tant qu'on montre que ça livre, tant que ça se propage au sein des organisations, et donc tant que ça tend vers éventuellement un modèle d'organisation libéré. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous et de nous avoir expliqué, simplifié ce management 3.0 ou encore appelé management agile. Merci. Je rappelle que j'étais avec Farid Diandouz, expert en conduite de changement, et Tijani Abirou, consultante RH et management. Je reste avec vous sur Médiane TV dans On se dit tout pour un autre sujet. À tout de suite. Allez, on va s'intéresser à présent à ce qu'on appelle le syndrome des jambes lourdes. C'est un ressenti souvent rapporté lorsqu'il fait chaud. On en parle tout de suite avec vous, docteur Hamza Bencheloun. Bonjour. Bonjour, chère Yasmine. C'est un plaisir de vous retrouver. Je suis ravi de partager ce moment santé au sujet d'un symptôme très fréquent que sont les jambes lourdes et qui va qui va s'accentuer avec la chaleur estivale. Exactement. Eh bien, justement, dans un petit moment, on va voir si c'est propre à la période estivale.
si c'est un ressenti qui peut être vécu par vos patients tout au long de l'année. Mais rappelons d'abord votre spécialité. Vous êtes un spécialiste des Je suis un veines chirurgien vasculaire tout à et fait. endovasculaire, c'est-à-dire que maintenant on rentre aussi dans les vaisseaux sans chirurgie, et angiologue, phlébologue, c'est-à-dire c'est le côté médical. Il y a le côté chirurgical et médical. Et médical, tout à fait. Alors, le syndrome des jambes lourdes, c'est un sujet, on va dire, récurrent en été, dans les médias. Mais est-ce que le ressenti peut se faire tout au long de l'année? Tout à fait, mais c'est surtout l'été. Surtout l'été, parce que la chaleur accentue ce symptôme. Mais ça arrive c'est un motif déjà de consultation très fréquent, et ça arrive quand en plein hiver, si la situation est très avancée, que certaines personnes consultent pour des jambes lourdes. D'accord. Alors, on explique exactement ce que c'est, ce qu'on veut dire par là? Les jambes lourdes se définissent comme étant une sensation de pesanteur désagréable au niveau des jambes, surtout causée par un mauvais drainage. Quand on parle circulation, il y a l'alimentation, il y a le drainage, c'est-à-dire le retour veineux. Donc il y a un mauvais drainage du talon vers le cœur qui va provoquer, si vous voulez, une petite accumulation de liquide qui va provoquer cette sensation de jambes lourdes. En fait, c'est un ressenti de lourdeur ou de douleur aussi? Alors, c'est une sensation, les personnes ont l'impression de tirer un boulet. C'est-à-dire vraiment comme s'il y avait un boulet ou de jambes poteaux, de jambes comme des poteaux. Donc c'est une sensation d'avoir des jambes lourdes qui s'accompagnent d'une nervosité ou d'une impatience, parce que ces jambes lourdes, elles s'accentuent avec la position debout, assis. Donc dans les salles d'attente, ça arrive que des personnes se disputent parce qu'elles sont un peu nerveuses. Et ça s'accompagne de sensations de chaleur et de douleur quand c'est très avancé. Ok, et c'est des jambes qui gonflent aussi? Oui, justement, c'est l'accumulation de liquide au niveau, ça commence par les chevilles, après ça va au mollet et ça peut remonter jusqu'à la cuisse. Et cette accumulation de liquide alourdit la jambe et c'est exactement cette sensation de jambe lourde qui est à cause de ça. C'est pas de la rétention d'eau aussi? Alors la rétention d'eau, c'est plus, ça va toucher tout le corps, pas que les jambes en général. Ça va toucher les mains, on va avoir les mains qui gonflent au réveil et même le visage. Alors que les jambes lourdes, c'est plus et dès le réveil déjà. Alors que les jambes lourdes, c'est en fin de journée. C'est après toute une journée de station debout ou assise prolongée. C'est surtout en fin de journée qu'on a un œdème vespéral, c'est-à-dire en fin d'après-midi. Parce que vous avez beaucoup de personnes qui parlent de rétention d'eau. Vous avez des femmes, justement, pour ce syndrome de jambes lourdes, qui vont parler de rétention d'eau, qui vont vous dire, écoutez, moi, j'ai les jambes qui gonflent, je fais de la rétention d'eau. C'est mal connaître la situation. Oui, si elle gonfle de partout, oui, c'est de la rétention d'eau. Si elle gonfle uniquement au niveau des chevilles, c'est plus un problème de circulation générale. D'accord. Ben, ça nous ramène justement aux causes de ce syndrome de jambes lourdes. Alors justement, il y a trois principales causes. Il y a la cause générale. La circulation, c'est lié au cœur. Donc une défaillance au niveau du cœur, ou valvulaire surtout, elle peut causer un œdème au niveau des membres inférieurs et créer cette sensation. Alors pardon, je vous arrête là parce que ce que vous dites est très important. Ça veut dire qu'on peut découvrir une maladie cardiaque à travers ce syndrome des jambes lourdes. Tout à fait. Une personne, donc ce n'est pas un symptôme à négliger. Oui, bien sûr, c'est un signal d'alarme, comme quoi il y a quelque chose qui ne va pas dans votre état de santé. Et pourtant, c'est très fréquent en été. Ça s'accentue l'été, pourquoi? C'est avec la chaleur. La veine, si vous voulez, elle draine mieux lorsqu'il y a du froid, lorsqu'elle est un peu rafraîchie, parce qu'elle se resserre. Et l'été, la chaleur va dilater les veines et va révéler plus de défaillance au niveau du système valvulaire, en fait, qui permet au sang de remonter vers le cœur. Alors, on va rester sur les causes. Vous avez dit que ça peut être un problème cardiaque. Oui, tout à fait, valvulaire, cardiaque. C'est récurrent, c'est fréquent? Non, mais ça peut révéler un problème cardiaque, un problème rénal, parce qu'une défaillance rénale, ça peut créer des œdèmes au niveau des jambes, une défaillance hépatique, le foie, voilà, un problème au niveau du foie aussi. Donc ça, c'est les causes générales. Ça fait peur tout ça, docteur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, là encore, à l'approche de la saison estivale, beaucoup de personnes vont se plaindre du syndrome des jambes lourdes. Et ce qu'on leur dit aujourd'hui, c'est que ça peut être le symptôme de ça ou ça ou ça. Ça veut dire quoi? Si ça s'est installé, si ça vient de s'installer, il faut peut-être aller consulter. Mais si vous souffrez de ça depuis toujours, allez consulter bien sûr, mais ce n'est pas forcément grave.
c'est pas forcément grave, mais c'est un signal d'alarme comme quoi il y a quelque chose qui ne va pas dans votre état de santé. Il faut consulter. C'est pour ça que les médecins, nous sommes là, les spécialistes. Et quand on reçoit un patient pour un symptôme au niveau d'une région, on ne va pas se concentrer uniquement au niveau de cette région. Et on va voir, il faut traiter le patient dans sa globalité et voir les causes globales. C'est-à-dire, il n'y a pas que... il y a des œdèmes des membres inférieurs, c'est très fréquent, mes confrères cardiologues le savent, des défaillances cardiaques qui créent des œdèmes des membres inférieurs. D'accord. Voilà. Mais c'est des gonflements très importants ou Oui, ça dépend de chacun, de l'état grave. Donc la cause générale, c'est ces 3 causes à peu près. Après, il y a la cause locale au niveau des jambes. C'est-à-dire ça sera soit un problème au niveau des vaisseaux, donc les veines et les lymphatiques. Pour le retour, on a le veineux et le lymphatique. Donc un problème au niveau du système lymphatique, au niveau du retour lymphatique, ça peut créer ce problème de sensation de jambes lourdes, ou un problème au niveau veineux, et c'est l'insuffisance veineuse chronique, ce qu'on appelle, ou quand c'est un stade très avancé, on voit l'apparition de varicosité ou de varices au niveau des membres inférieurs. Okay. Donc ça, c'est la cause c'est locale vasculaire, et il y a la cause locale musculo-squelettique, si vous voulez. C'est-à-dire des fois, parce que lors de la marche, il y a une chasse, une pompe veineuse qui permet d'aider le sang, les contractions musculaires, qui permettent d'aider le sang à remonter vers le cœur. Parce que quand on est debout ou assis, ça remonte difficilement. Et la marche, ça permet d'aider à cela. Et une défaillance au niveau de la pompe musculo-squelettique, c'est-à-dire la pompe veineuse qui aide, c'est-à-dire que si on a un mollet peu musclé, donc là, le sport, ça aide un peu. Donc si on a un mollet peu musclé qui ne travaille pas assez, ou si on a des pieds plats ou trop creux et qui fait une mauvaise purge et une mauvaise chasse veineuse, ça va accentuer ces symptômes. D'accord. Voilà. Alors, vous l'avez dit, ça peut être le symptôme de certaines maladies graves, comme ça peut être, on va dire, le symptôme de quelque chose de plus léger. Mais là encore, il faut bien sûr se faire ausculter par un spécialiste. En même temps, on va dire, lorsque ce n'est pas une pathologie grave, lorsque ce n'est pas un problème cardiaque, lorsque ce n'est pas un problème hépatique, etc., quels sont les facteurs favorisants? Pourquoi certaines personnes, et surtout les femmes, vont faire chaque été un syndrome de jambes lourdes? Alors, c'est souvent un symptôme révélateur d'une insuffisance veineuse chronique. Et cette insuffisance veineuse chronique, c'est les varices. Les varices, les varicosités, les télangiectasies. Donc, les varices, il y a plusieurs stades d'évolution. Il y a même des fois où rien n'apparaît au niveau de la jambe. Et on peut avoir justement un mauvais drainage. Donc, en quelque sorte, c'est un mauvais drainage. C'est souvent dû à des varices ou des varicosités parce que c'est quelque chose de très fréquent. Ça touche 50% de la population, et certains disent 30%, mais en 30 et 50% en fonction que ce soit femmes ou hommes, parce que ça touche un peu 8 femmes pour 2 hommes environ. Donc, les facteurs favorisants, c'est surtout l'hérédité. Il y a beaucoup de personnes qui, de façon héréditaire, ont une mauvaise circulation. Pourquoi? Parce qu'ils ont des veines qui travaillent un peu moins bien, des jeux de valvules qui travaillent un peu moins bien. Donc cette hérédité, c'est pas pas quelque chose qui devrait vous faire baisser les bras. Au contraire, le fait que vous ayez une hérédité fait que vous avez des veines un peu plus fragiles que quelqu'un qui n'a pas d'hérédité. Donc il faut faire plus attention aux autres facteurs favorisants qu'on va voir, comme le surpoids. Ou comme la profession. Lors de la profession, certains ont une profession comme banquier, coiffeur, pharmacien, des métiers de comptoir où on reste assis trop longtemps ou debout trop longtemps sans bouger, de manière stationnaire, chirurgien aussi, de longues opérations. Donc, tous ceux qui ont ces métiers doivent venir consulter pour qu'on leur donne des conseils pour se prémunir. Ils ne doivent pas changer de métier. Bien sûr, mais on peut leur donner des conseils maintenant. Alors justement, pour les métiers où on est debout trop longtemps, il faut essayer de circuler. Plus on circule, parce que lorsqu'on marche, on fait travailler un peu la circulation. Il faut essayer de mettre des chaussettes de contention. Donc ce n'est pas des bas, pas de besoin de collants, juste des chaussettes, c'est des mi-bas. Ça ne dépasse pas le genou, ces mi-bas doivent être confortables. Ça fait comme un massage à chaque fois qu'ils sont debout et qu'ils marchent. En été aussi, parce que c'est chaud en été, non? C'est désagréable? Alors, il y a des matières d'été, justement. Elles ne sont pas commercialisées encore au Maroc, comme le lin ou en bambou. C'est des matières d'été où c'est très respirant, où la personne n'a pas l'impression de mettre des chaussettes. Sinon, il y a des matières en coton. Le coton, c'est assez respirant. C'est plus demi-saison, mais ça peut faire l'affaire pour l'été. Okay. C'est toujours mieux que du synthétique où on va transpirer dedans. Tout à fait. Donc, troisième chose, quand on est debout trop longtemps, un métier, c'est pour les femmes, les talons. Éviter le port de talons ou de compensés trop haut.
Et ce qui est recommandé, c'est juste des talons de 2 à 3 cm ou des semelles. Donc la plupart du temps, c'est le cas. Alors quand on est assis trop longtemps, des métiers où on est assis trop longtemps, comme métier d'informatique, banque, il faut mettre les chaussettes médicales, allonger les jambes. Parce que quand on allonge les jambes sous le bureau, on peut mettre un pouf, et on allonge la jambe, et ça permet d'avoir une circulation normale. Quand on a les jambes allongées, on est soulagé. Ok. Troisièmement, ne pas croiser les jambes. Le fait de croiser les jambes fait qu'une personne va bloquer sa circulation, surtout au niveau de la jambe qui est croisée au-dessus. Et ça provoque l'apparition des varices parce que ça bloque la circulation. Okay. Quatrièmement, essayez de circuler justement chaque heure ou chaque heure environ, ou une demi-heure. Surtout lors des professions où on est assis. Il ne faut pas rester assis pendant 4 heures dans un bureau, ce n'est pas recommandé. Alors Voilà. ça, c'est bien sûr les facteurs favorisants. On dit qu'il nous reste un peu moins de 2 minutes. Est-ce qu'on peut parler oui, on parle des autres facteurs rapidement. Des autres facteurs rapidement et du traitement surtout. D'accord. Déjà, corriger les facteurs, c'est ce qui va intéresser les téléspectateurs. Alors donc le surpoids, on l'a dit, le manque de sport ou la pratique de mauvais sports. Le sport, c'est très important pour corriger les jambes lourdes parce que ça muscle un peu les veines et le mollet. Alors les sports qui sont les plus recommandés pour les jambes lourdes, c'est la natation et l'aquagym, ou les sports comme la marche, la course, le vélo. Mais évitez les sports avec les sautillements sur place ou les piétinements sur place. Comme les steps. Voilà, steps, corde à sauter, basket. Maintenant, les jumping, c'est à la mode. Voilà, donc évitez tous ces sports. Après les sports, on a les pieds plats et les pieds creux qui créent ce mauvais drainage. Il y a les hémorroïdes et la constipation. Donc une bonne alimentation qui va éviter ces hémorroïdes et éviter la constipation. Donc ça, c'est important. Après, on a d'autres, les grossesses, on a oublié de les mentionner. Les grossesses, c'est des facteurs de risque. Oui, c'est très pourvoyeur de jambes lourdes parce que c'est très pourvoyeur de varices, surtout après la deuxième grossesse. Donc, il faut se prémunir, prendre des conseils lorsqu'on est enceinte, chez un phlébologue ou chez un médecin généraliste qui est informé, ou gynécologue. Donc, les grossesses, il faut se prémunir et il ne faut pas hésiter à consulter. En général, on reçoit souvent les patientes après la deuxième grossesse, de 2 à 5 ans après leur deuxième grossesse. C'est très fréquent. Parce qu'il y a une plainte importante. Oui, exactement. Après, il y a aussi dans notre culture les hammams. Les hammams, les saunas, les bains morts. C'est très pourvoyeur de jambes lourdes parce que tout ce qui est chaud, vous avez compris, c'est mauvais pour les veines. Voilà. Ça. Donc, essayez de terminer avec de l'eau froide, même si terminer avec de l'eau froide, des jets d'eau froide de bas vers le haut pour améliorer un peu cette sensation. Et d'ailleurs, on a cette image pour les personnes qui ont des jambes lourdes, elles mettent leurs jambes dans le frigo parce que ça les soulage un petit peu. Elles s'allongent, elles soulèvent les jambes. Voilà. Et donc, je pense que j'ai parlé à peu près de tous les facteurs favorisants. Parfait. On va dire que ces facteurs favorisants et la prise en charge, ce n'est pas forcément des médicaments, c'est améliorer... Juste par des conseils hygiéno-diététiques. Ce que vous venez de donner à l'instant. Voilà, juste par rapport avec des conseils hygiéno-diététiques, une personne peut s'améliorer et venir consulter dès que possible, surtout si elle commence à avoir des varicosités qui apparaissent. Une consultation pourrait freiner l'évolution de la maladie et ne pas attendre d'arriver à un stade beaucoup plus avancé. Merci beaucoup, Dr Hamza Boujeloun. Merci pour tous ces conseils, à réécouter bien sûr et à retrouver, à revoir sur mediantv.com. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir.